hâte de voir la suite des choses. Il est 7h18 minutes. Comme chaque semaine, on accueille notre collaborateur Frédéric Bérard. Il est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour. On sait que dès vendredi, les infirmières et le personnel de la santé non vacciné, ce personnel-là ne pourra travailler dans le système public. Mais il faut revenir, puis vous vouliez revenir ce matin sur la décision de l'Ordre des infirmières. Oui, en fait, c'est quand même d'une importance assez capitale. Et le message qui est envoyé est très, très fort. Évidemment, le gouvernement a le droit de restreindre le travail des infirmières d'un point de vue public. Il aurait pu le faire d'un point de vue privé, ce qu'il n'avait pas fait, de ce que j'ai compris. Par contre, la décision de l'Ordre, qui, elle, retire les permis, fait donc en sorte que ces mêmes infirmiers et infirmières-là ne pourront même plus travailler dans le privé. De ce que j'ai compris, il y en avait plusieurs qui avaient cet espoir-là de se faufiler en quelque sorte en disant « Bon, je ne pourrai plus travailler au public, mais c'est pas grave, je trouverai une façon là, de compenser vers le privé. » Or, cette décision-là de l'Ordre des infirmières envoie un message très, très puissant. Et le message est le suivant, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas vacciné, si vous n'êtes pas double vacciné, si vous ne participez pas à notre effort de guerre, malheureusement, vous ne pouvez plus pratiquer, point. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a là-dedans qui vont être surpris, si ce n'est pas déjà le cas, et qui vont peut-être trouver une manière d'essayer de se faire vacciner, de changer d'idée et de laisser tomber leur dissidence. Oui, on verra bien, mais chose certaine, il y a des inquiétudes également dans le monde de la santé. Il y a des infirmières qui, ici c'est un peu différent, là, mais qui croyaient, comme en Outaouais par exemple, pouvoir aller travailler dans une autre province, l'autre côté en Ontario, à Ottawa. Plus difficile. Il y a un autre sujet dont on voulait parler ce matin. Vous vouliez aller plus loin sur le fait que François Legault sollicite un troisième mandat, alors que lorsqu'il est arrivé en politique, il avait déjà mis un frein à sa carrière, un frein à savoir quand allait se terminer sa carrière politique. Est-ce que ça vous surprend? En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas venu en politique pour gérer une pandémie, puis là, il veut faire ce qu'il voulait faire en arrivant en politique. Surpris. Moi, je vous dirais écoutez, c'est parfaitement prévisible, mais c'est parfaitement légitime aussi. Je veux dire, François Legault a bien le droit de se présenter autant de fois qu'il le souhaitera, et ce sera aux électeurs de décider ce qu'il en fera. Mais très clairement, moi, ça me dit une chose, c'est que je ne connais aucun politicien, et ça, c'en est une preuve supplémentaire, qui n'en finit pas avec ce que j'appelle en fait l'ivresse du pouvoir. C'est pas nécessairement l'arrogance du pouvoir, mais c'est l'ivresse du pouvoir. Souvent ça va ensemble, remarquez bien, mais quel politicien, quelle politicienne qui est à 49% dans les sondages, 53% chez les francophones, vous direz comme ça, non, finalement, j'ai regardé ça, puis j'en ai marre, je pense que je retourne à la maison tranquillement. De toute évidence, c'est une drogue qui est très, très puissante et qui assure une accoutumance assez incroyable. De ce fait-là, par contre, de toute évidence, les Québécoises apprécient de manière stratosphérique le travail de François Legault. Écoutez, à 5 partis, là, c'est la moitié du vote, c'est du jamais vu. Il n'y a à peu près aucun politicien dans l'histoire, j'ai vérifié avec un ami historien hier, qui avait des scores semblables ou potentiellement semblables. Ce gars-là va se ramasser avec plus de 100 comtés demain matin s'il y avait une élection. Donc, très certainement, si vous posez la question, est-ce que vous aimeriez tirer la sauce? La réponse, ça va être oui. Ceci dit, quand il nous parle de 3 mandats, on sait que 6 mois, c'est une éternité en politique. On n'est pas encore rendu à la prochaine élection. Donc, quand je parlais d'espèce d'ivresse du pouvoir et peut-être d'arrogance, il y a une preuve ici. Le gars ne se projette pas seulement gagnant de la prochaine élection, mais il se projette aussi potentiellement gagnant de deux élections. Donc, de toute évidence, c'est un espèce de symptôme qui guette tous nos hommes et femmes d'État, et puis on verra bien ce qui se passe avec la suite. Oui, mais en même temps, il y a la décision de l'homme qui, oui, est importante, mais j'imagine qu'avec tout ce que vous venez de nous dire, quand on regarde les sondages, l'appréciation du peuple québécois envers son premier ministre, du moins dans la gestion de la pandémie, il doit y avoir beaucoup de pression interne du parti, de ses collègues, également pour qu'il reste en politique. Une question que je vous poserais, moi, qui est très, très hypothétique, mais j'ai eu cette réflexion-là il y a quelques mois.
Le jour où François Legault quitte la CAQ, disons que c'était demain matin, là, pour peu importe la raison, la CAQ, au fond, c'est quoi? J'ai comme l'impression, et je soumets une hypothèse, que pour bien des gens, la CAQ, c'est François Legault et vice-versa. Dans l'optique où qui prendrait sa place et pour amener la CAQ vers quelle direction? Est-ce que, c'est quand même... est-ce que, Oui, Chris- allez-y. est-ce que Christian Dubé, pour vous, revêt un intérêt particulier si jamais François Legault n'était plus là? C'est hypothétique, là, parce que bon, mais quand même, disons disons que François Legault, quitte. Christian Dubé, est-ce qu'il serait intéressant comme candidat dans la chaise du premier ministre? Pour moi, Christian Dubé est le meilleur ministre de ce gouvernement-là. C'est un homme très compétent, c'est un homme rigoureux, sérieux, c'est un homme en qui j'ai beaucoup de confiance. Est-ce qu'il a le charisme nécessaire? Ça, c'est peut-être une autre histoire, mais en fait, est-ce que par contre, on devrait se délester de cette espèce de manie du charisme comme électeur? Je pense que oui. Donc, je suis d'avis que ce serait le meilleur premier ministre et de loin. Mais les orientations de Christian Dubé, ce serait quoi? Là, on les connaît à la santé, on les connaissait un peu au Trésor, mais je veux dire, de manière générale, je ne suis pas certain, moi, que Christian Dubé... En fait, ce que j'essaie de dire essentiellement, c'est qu'il y a un truc absolument fusionnel entre François Legault et son propre parti. Les gens associent les deux. Et les orientations de la CAQ, pour plusieurs, c'est ce que pense François Legault. Alors, quand François Legault n'est plus là, disons que Christian Dubé, comme vous dites, prend la relève, quel est l'héritage de François Legault? Il y en a, évidemment, mais il y a beaucoup aussi de, comment je dirais, sans dire de louvoiement, mais il y a beaucoup de politique un peu d'entre-deux, modérée, on va un peu à gauche, on va un peu à droite, ça dépend. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez fascinant qui se passe ici, c'est-à-dire que cette relation symbiotique entre le chef et son parti et ses orientations font en sorte que, un peu comme vous avez dit tout à l'heure, si François Legault disait, écoutez les amis, j'en ai marre, je retourne à la maison, il se regarderait probablement et dire, OK, mais maintenant, on fait quoi? Ouais. Et la CAQ, c'est devenu quoi? Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Et probablement que le souvenir collectif serait celui d'un gestionnaire de crise, d'une pandémie, davantage qu'un premier ministre qui a des projets, des ambitions, une vision et tout. Parce qu'il faut dire que, bon, on est dans le brouillard, là, ce matin, ici, au Bas-Saint-Laurent, mais... Au propre ou au figuré? Ouais, les deux. Non, au propre. Non, au propre. Non, on voit pas 1 mètre devant nous ce matin dans la région. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel, politologue. Merci pour vos propos. À la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir.